Mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir plutôt. Nous allons vous présenter donc à deux voix, donc nous alternerons suivant les thèmes, un cas assez délicat, assez difficile, qui est celui de la conservation des grottes ornées et avec comme principal domaine d'application celui de la grotte de Lascaux. Avant de rentrer dans la problématique particulière de la grotte de Lascaux, il nous a semblé nécessaire de faire un petit rappel sur ce que c'est que la conservation des œuvres pariétales et rappeler en quoi la conservation de ces œuvres un peu particulières est un problème particulièrement difficile. Alors je suppose que la plupart d'entre vous est déjà allé visiter des grottes et s'est rendu compte par lui-même que toutes ces cavités naturelles sont en fait des systèmes ouverts, hein, on est dans la nature, on est dans un milieu naturel et qui est en relation constante avec le milieu environnant, que ce milieu soit interne comme externe. On n'est pas dans un musée, bien que les œuvres qui y sont conservées soient tout à fait de nature et de même qualité qu'une œuvre muséale. Les conditions qui règnent à l'intérieur d'une grotte, et de la plupart des grottes, hein, ça n'est pas un cas particulier à Lascaux, le cas est général pour les grottes ornées, les conditions environnementales sont a priori sévères pour la conservation d'œuvres peintes. En effet, on a quasiment toute l'année, avec évidemment quelques nuances, mais on a à peu près toute l'année une température d'environ 12 degrés, ce qui en soi n'est pas défavorable, c'est une température très, très moyenne, très modérée, mais on a une humidité relative extrêmement élevée, environ 99%, quelquefois plus, et en tout cas très proche, souvent dans l'année, très proche de la saturation, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu extrêmement humide. Ce milieu extrêmement humide entraîne des phénomènes malheureusement fréquents de condensation qui peuvent favoriser les phénomènes de ruissellement et les coulures de pigments, ce qui évidemment est tout à fait défavorable à la conservation que nous souhaitons tous de ces œuvres peintes sur les parois. Un autre paramètre important dans les grottes, outre cette humidité toujours très importante, eh bien, c'est le taux de dioxyde de carbone. Ce fameux CO2 qui nous ennuie au quotidien, hein, qui est un des gaz à effet de serre, eh bien, dans les grottes, il nous ennuie aussi. Ce CO2, qui est d'origine naturelle, hein, eh bien, il peut favoriser, dans certains cas, les dissolutions des supports, qui sont des supports de pierre calcaire, hein, des substrats carbonatés, par formation d'acide carbonique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un taux élevé de dioxyde de carbone dans l'air et une humidité importante, voire des films d'eau sur la surface, eh bien cette eau va dissoudre le gaz carbonique, former de l'acide carbonique. Et vous savez tous que quand on met un acide sur un calcaire, sur une pierre calcaire, sur de la calcite, eh bien, il se produit un phénomène de dissolution. Vous avez tous fait à l'école le test de l'acide chlorhydrique, la petite goutte d'acide chlorhydrique, ou de citron d'ailleurs, sur de la craie. Donc quand on est dans des conditions qui peuvent amener à la formation d'acide carbonique, eh bien, on a un risque de dissolution des parois. Et à l'inverse, on peut, dans certaines conditions un peu différentes, hein, et hors de la présence de ce film d'eau, on peut avoir au contraire, lorsqu'on a des épisodes de léger séchage et quand l'équilibre calcocarbonique change, eh bien on peut avoir au contraire le phénomène inverse, c'est-à-dire avoir la précipitation de calcite, c'est-à-dire des cristaux de carbonate de calcium se forment sur la surface et peuvent former des sortes de voiles qui vont pouvoir opacifier en tout ou partie les figures. Donc deux phénomènes inverses, mais qui sont extrêmement dangereux l'un comme l'autre pour la conservation. Le premier, évidemment, de dissolution est plus grave que le second. Le second, il est surtout gênant pour l'œil. Le premier, il aboutit à une destruction d'une partie du substrat. Donc évidemment, il est plus problématique. Pourquoi est-ce que ces phénomènes sont si délicats et peuvent entraîner des désordres importants sur les supports? Eh bien, c'est que une peinture rupestre,
Ça n'est pas une peinture de chevalet, évidemment. Ça n'est pas non plus une peinture murale classique. Une peinture rupestre, eh bien, elle peut se trouver dans deux situations différentes, au moins deux situations différentes sur son support. Ces peintures qui sont peintes, qui ont été peintes par projection de pigments dans de l'eau, hein, le plus souvent sur la paroi, eh bien, dans certains cas, ils sont fixés sur la paroi par un film de carbonate de calcium, un film de calcite qui s'est précipité sur la surface après la fabrication des peintures et qui les a fixés sur son support. Ça, c'est le cas le plus favorable et c'est celui que je vous montre sur l'exemple que vous avez ici. Vous avez une image ici à Lascaux, dans le diverticule axial, un petit cheval qui se trouve donc dans le fond de la grotte de Lascaux. Eh bien, ce petit cheval a la chance que depuis sa création, eh bien, il a été progressivement recouvert d'un fin film de carbonate de calcium, de calcite, comme dans une fresque naturelle. Donc dans ce cas-là, la peinture est adhérente au support, elle tient sur son support, elle est fixée sur le support. Et si on regarde sur cette image, sur un micro-prélèvement qui a été pris il y a assez longtemps, en 1990, un micro-prélèvement qui a été ensuite coupé transversalement, c'est une coupe stratigraphique, eh bien on voit la partie la plus sombre ici, la plus noire, c'est le pigment. C'est du manganèse, c'est un oxyde de manganèse. Eh bien, ce pigment noir, il est recouvert d'une couche translucide que j'ai soulignée en vert ici pour que vous la voyiez, parce que c'est vrai qu'à l'état normal, vision normale, on la voit mal, mais avec l'œil exercé d'un géologue ou d'un cristallographe, eh bien, on voit bien les choses. Donc, cette couche de calcite recouvre le pigment et le fixe sur la paroi. Si on regarde la même zone en zoomant sur un détail et en le regardant au microscope électronique à balayage de façon plus approfondie, eh bien on voit que cette couche qui est ici translucide en microscopie optique et ici en microscopie électronique à balayage, on voit la façon dont les cristaux se sont précipités de façon radiale par rapport à la surface. On voit bien que c'est une reprécipitation naturelle qui a fixé le pigment sur la surface. Ceci, c'est le cas le plus favorable. On peut dire que les peintures sont solides. Dans bien d'autres cas, la situation est différente. Et ceci, j'ai montré l'exemple de Lascaux, mais dans les autres grottes, on a aussi souvent les deux typologies. Dans d'autres cas, au contraire, ce film de calcite n'existe pas. Alors il n'existe pas parce qu'il n'a pas eu la possibilité de se former, parce qu'on n'a pas eu les phénomènes de dissolution, recristallisation, parce qu'on ne s'est pas trouvé dans les conditions environnementales favorables à la formation de ce film protecteur. Et dans ces cas-là, si les pigments sont encore là, eh bien c'est qu'ils sont maintenus de façon, comment dire, presque miraculeuse, ils sont maintenus sur la surface dans un film d'eau. C'est-à-dire parce qu'ils sont sur une surface perpétuellement humide, eh bien ces pigments adhèrent sur la surface. Bien entendu, c'est le cas le plus défavorable. Ici, on est dans une autre partie de la grotte. Nous sommes dans la salle, nous sommes sur la scène des bisons adossés, dans le diverticule de droite. Et on voit ici le pigment. Ici, on a en fait du noir de manganèse et un peu d'ocre rouge. Eh bien, ce pigment, il est tout seul. Il est nu. Rien ne le recouvre. Si on regarde attentivement cette coupe stratigraphique, on voit que sur une toute petite partie ici, de cette petite excroissance du prélèvement, qui est de toute petite taille, eh bien, ici vous avez l'échelle qui est de 100 microns, donc c'est tout petit, eh bien ici on a une toute petite trace, une relique, comme disent les géologues, de calcite qui tient le pigment, mais sur une partie très très faible de l'ensemble. Et sur l'image d'à côté, toujours en microscopie électronique à balayage, eh bien on aperçoit par contraste de phase, ici on voit cette couche un peu plus claire de calcite, mais elle n'est que très très partiellement conservée. Quelle est la conséquence de cette disposition? Eh bien, c'est que à cet endroit-là, ces peintures ne sont conservées que parce que l'humidité relative est toujours très élevée et que ce film d'eau ne sèche jamais. Si
on faisait sécher ce film d'eau pour des raisons X ou Y, on y reviendra ensuite lorsque nous parlerons de micro-organismes, eh bien, si on faisait sécher ce film, eh bien, les pigments deviendraient pulvérulents et risqueraient de tomber et de disparaître. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que ces peintures, dont certaines ont plus de Lascaux, c'est 18 000 ans, la grotte Chauvet, c'est 30 000, donc on arrive à des périodes, comment dire, très très éloignées dans le temps. Si ces peintures se sont conservées jusqu'à nous, eh bien c'est parce que ces conditions environnementales qui sont difficiles, qui sont sévères, mais elles ont la qualité le plus souvent d'être stables. Et c'est parce qu'elles sont stables, parce qu'il n'y a pas d'alternance violente et rapide et serrée d'humidification et de séchage, que ces peintures sont restées jusqu'à nous. Mais cela veut dire aussi que les possibilités d'action de l'homme sur le milieu pour essayer d'améliorer, entre guillemets, lorsque c'est nécessaire évidemment, les conditions de conservation des œuvres sont extrêmement faibles. Extrêmement faibles. S'il y a une rupture de cette stabilité et si l'homme veut revenir sur cette situation-là, eh bien il a une marge de manœuvre très faible, puisque tout abaissement important de l'humidité relative entraînerait la dessiccation et la pulvérulence de certains pigments, et tout apport d'eau important qu'on voudrait, ou tout apport d'eau que l'on voudrait ajouter dans la grotte, eh bien s'il n'est pas contrebalancé par le contrôle de la température, peut entraîner des condensations, et ces condensations, à leur tour, peuvent entraîner des ruissellements. Vous imaginez un pigment qui se mettrait à couler sur la paroi, ce qui arrive, ce qui est arrivé dans l'histoire des grottes, malheureusement. Ceci veut dire que nous sommes face à des œuvres exceptionnelles, des œuvres qui se sont exceptionnellement bien conservées et de façon assez miraculeuse jusqu'à nous, et que nous avons évidemment une très très forte responsabilité vis-à-vis des générations futures pour les leur transmettre. Mais cela veut dire aussi que ces conditions environnementales très particulières, vous avez vu, une très très forte humidité en particulier, offrent des conditions qui sont tout à fait propices au développement de micro-organismes. Un milieu extrêmement humide, vous le savez tous par expérience, si par hasard vous avez une fuite chez vous ou si vous avez une inondation chez vous, eh bien, une fois que vous aurez évacué le plus gros de l'eau, eh bien, le drame suivant qui vous arrivera, c'est celui d'être envahi par les moisissures. Cette possibilité de voir se développer des micro-organismes est encouragée, cette par deux choses, d'une part par l'humidité, mais aussi par le fait que les substrats, c'est-à-dire les supports sur lesquels sont peints les peintures, ou les sols, sont le plus souvent composés d'argile, qui ont une surface très mouvementée et qui, de plus, ont la capacité de retenir l'eau. Donc les supports sont toujours très humides. Et enfin, dans ces grottes, il y a présence de matière organique de façon naturelle. Ce sont des milieux naturels dans lesquels il y a de la matière que les micro-organismes peuvent utiliser pour se nourrir. Alors vous allez me dire, mais toutes ces grottes devaient être couvertes de micro-organismes en tout genre. On devrait voir des algues, des champignons, des moisissures en tout genre, pourquoi pas des espèces supérieures. Or, la plupart du temps, dans les grottes ornées, les développements que l'on observe sont très limités. Et ils sont très limités pour quelle raison ? Eh bien, c'est parce qu'au fur et à mesure du temps, s'est créé une sorte d'équilibre biologique qui s'est établi sur la longue durée. Et cet équilibre biologique fait que, bien entendu, il y a des germes présents de micro-organismes, mais que ces micro-organismes ne se développent pas. Parce qu'il s'établit une sorte de lutte biologique, d'équilibre entre les différentes espèces qui fait qu'elles sont latentes, mais elles ne se développent pas de façon anarchique. Cependant, parfois, à la faveur de conditions particulières de déséquilibre, en particulier climatique, une espèce biologique peut se développer. Et elle peut se développer de façon anarchique. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le problème majeur est que lorsque ce développement est commencé, lorsque ce développement est initié, il va être très très difficile de le stopper, car les conditions justement sont très favorables. C'est-à-dire que lorsque on a rompu l'équilibre et qu'une espèce se met à pousser, eh bien il devient extrêmement compliqué de la stabiliser. Avec donc cette première approche qui... Mais j'ai l'impression que non.
son bouton. Bien, on ne voit pas de bouton, mais... Pas de bouton. T'as un bouton? Mais j'ai pas de bouton. Allô? Oui, c'est bon. Voilà, donc à travers cette première approche des pigments qui se trouvent sur les peintures des grottes ornées, vous imaginez aisément quel fut l'émerveillement lorsque, en 1940, dans une période troublée par l'histoire que tout le monde connaît, 4 jeunes garçons découvrent en Dordogne, à Montignac, une grotte restée jusque-là protégée et à l'abri de toute entrée. En effet, le 12 septembre 1940, 4 jeunes garçons, Jacques Marsal, alors âgé de 15 ans et originaire de Montignac, Marcel Ravida, lui également originaire de Montignac et âgé de 17 ans, plus 2 compagnons de jeu et d'infortune présents à Montignac, l'un en vacances, Georges Agnel, et puis Simon Coincas, lui étant réfugié à Montignac, découvrent une grotte qui va bouleverser littéralement la connaissance de la pensée de l'homme préhistorique. Les peintures qu'ils y découvrent sont d'une éclatante modernité et surtout dans un état de fraîcheur et de conservation absolument remarquable, et sont l'œuvre d'une performance esthétique sans précédent et va complètement bouleverser la connaissance que l'on a à l'époque de la préhistoire. Alors la grotte de Lascaux, par sa position géographique, se situe quelque peu à l'écart des concentrations majeures en grottes ornées et des sites préhistoriques qui jalonnent la vallée de la Vézère en aval. Donc vous avez ici une photo qui vous montre les 2 jeunes inventeurs. Au centre de la photo, Marcel Ravida et Jacques Marsal, en compagnie de François Laval, instituteur, passionné d'archéologie et de préhistoire, qui a été missionné par le CNRS pour les accompagner dans cette première découverte au premier jour de l'incursion dans la grotte, en compagnie d'un autre préhistorien de renom, l'abbé Breuil, qui fut l'un des principaux artisans du débat sur la reconnaissance de l'art pariétal. Dès le 27 décembre 1940, le service des monuments historiques reconnaît la valeur patrimoniale de ce site exceptionnel en le classant au titre des monuments historiques. Et à partir de ce moment-là, on va voir une première approche pour essayer, d'une part, de mieux comprendre, de mieux connaître ce site exceptionnel, mais aussi de le rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est de là que vont découler, bien évidemment, un certain nombre de problèmes que nous allons développer. Ici, donc, vous avez un plan qui vous permet de mieux appréhender l'emprise de cette grotte, qui est une grotte de faible profondeur, qui représente dans son développé total environ 235 mètres de galerie, avec la partie la plus célèbre et la plus connue qui se trouve dans la partie de gauche, la salle des taureaux et le diverticule axial. J'ai perdu la souris, voilà. Donc ici, la salle des taureaux qui doit son nom aux représentations des taureaux qui figurent en plus grand nombre, le diverticule axial considéré comme la Sixtine de la préhistoire, et puis ici nous partons vers le diverticule de droite avec le passage, l'abside où se trouve le palimpseste de gravure qui représente à peu près 50% des gravures présentes dans la grotte, alors que la zone concernée ne représente elle qu'environ 6% de la surface globale de la grotte. Et puis la dernière zone ici, qui est la nef, mais nous vous remontrerons ensuite quelques photos. Donc au moment de la découverte, très rapidement, des relevés vont être faits, des couvertures photographiques, mais curieusement, ce ne sont pas tant des préhistoriens que des érudits qui vont s'intéresser à cette grotte. Les premiers relevés sont effectués par l'abbé Breuil, qui va très rapidement quitter la France et confier la tâche à un de ses disciples, Maurice Taraon, et puis les photographies réalisées par Ferdinand Vindel. Et donc Maurice Taraon va réaliser bon nombre de relevés. Et très vite, des travaux vont être entrepris pour rendre accessible la grotte à la visite. Les jeunes garçons étaient rentrés dans ce lieu par une petite ouverture qu'on appelle l'éboulis, le cône d'éboulis, et qu'il a fallu agrandir. Et vous voyez là sur cette photo la première intervention majeure de l'homme dans cette cavité pour en rendre accessible l'entrée.
avec des travaux de terrassement très très importants qui vont permettre de créer une entrée maçonnée en dur. Et cette modification majeure va bien évidemment bouleverser non seulement l'accès immédiat de la grotte, mais son volume initial. Et plus encore, sa topographie d'origine. Vous voyez ici sur ce schéma les différentes étapes. Le premier, avec la petite ouverture qui a permis l'accès dans la cavité, la partie ornée avec schématiquement dessiné ici un taureau, donc qui représente l'accès à la salle des taureaux, avec ici un petit cours d'eau qui coulait, qui est alimenté en eau froide et qui crée donc un point froid dans la cavité qui a été perturbé par les travaux d'aménagement. Donc en 1947, les travaux que vous avez vus sur la photo précédente ont permis ce terrassement et donc on a modifié le niveau du sol, l'entrée, l'accès pour rendre accessible le site à la visite. Un peu plus tard, et nous y reviendrons, dans les années 50, des travaux supplémentaires ont été réalisés pour là accompagner la réalisation d'aménagements dans un espace qu'on appelle la salle des machines et pour y installer un système d'assistance climatique que je représenterai un petit peu plus tard. Donc, à partir de 1947, d'importants travaux vont être conduits dans la grotte, y compris les modifications des sols d'origine. Et c'est l'une des spécificités de la grotte de Lascaux, qui est certainement l'une des plus connues dans le monde, l'une des plus visitées pendant de nombreuses années, mais qui, d'un point de vue de l'archéologie, a été finalement assez peu étudiée. L'engouement qui est né autour de cette grotte et la volonté de l'ouvrir au public fait que les travaux d'aménagement ont été conduits rapidement et que peut-être toutes les précautions archéologiques n'ont pas été menées comme nous le ferions aujourd'hui. Et donc, dès 1948, cette grotte est ouverte au public, sachant qu'il convient de préciser que cette grotte appartient à un propriétaire privé, le comte de la Rochefoucauld. Dans les années 50, de nouvelles fouilles archéologiques vont être entreprises à la lumière de travaux réalisés toujours pour aménager la grotte à la visite. Et donc on se rend compte que finalement la prise en compte du site et les travaux qui sont réalisés sont faits avant tout pour privilégier l'accès du lieu au détriment parfois de son intégrité. Pour mener ces travaux, c'est le préhistorien André Glory, abbé comme l'abbé Breuil, qui est recruté par le CNRS, préhistorien renommé, et qui va réaliser un certain nombre de relevés sur les parois, des calques, alors avec une technique très précautionneuse, puisque les calques étaient posés devant la paroi, mais sans jamais être appliqués directement pour ne pas altérer les peintures. Et c'est à l'abbé Glory qu'on confie également la surveillance archéologique des fouilles qui sont menées au moment des travaux d'aménagement de la cavité pour créer un système d'assistance climatique et pour aménager des gaines d'extraction de l'air vicié, la présence d'un grand nombre de visiteurs, augmentant le taux de CO2, il fallait trouver un système pour renouveler l'air de la cavité. Alors, Isabelle Palot-Frossard a évoqué précédemment donc la fragilité et les différentes natures qui existent au niveau des pigments dans les grottes. Et je vous ai choisi quelques exemples spécifiques de la grotte de Lascaux, avec quelques vues de zones de surface calcaire calcitée que sont plus particulièrement la salle des taureaux et le diverticule axial. Donc, si vous vous souvenez du blanc, c'était plutôt sur la partie de gauche, où les œuvres y sont peintes selon une technique d'application et de pulvérisation de la couleur. On a à Lascaux plusieurs techniques qui sont employées. La pulvérisation, l'application, alors vraisemblablement au pinceau avec des poils de crin de cheval. Et ces peintures sont, comme vous l'a expliqué Isabelle Palot-Frossard, relativement bien conservées puisqu'elles sont naturellement protégées. Donc là, vous avez une vue tout à fait intéressante de la salle des taureaux avec différents registres. Le premier réalisé dans cette salle des taureaux, ce sont les chevaux, les petits chevaux, la frise du premier registre. Puis ont été réalisés les chevaux du deuxième registre, les aurochs, et sont venus ensuite se rajouter les cerfs.
Une autre vue du diverticule axial, toujours selon les mêmes techniques de la peinture appliquée donc par pulvérisation ou au pinceau de ce magnifique petit cheval chinois. Et puis, dans la partie plus de droite, à savoir le passage, l'abside, la nef, nous avons des surfaces calcaires qui sont localement calcitées ou peu calcitées, avec une surface très altérée et très tendre au niveau de la roche. Et donc, les œuvres, là, sont peintes, mais aussi gravées. Et vous avez ici un exemple où vous voyez le cheval dont les contours ont été gravés dans la roche, avant d'être peints. J'ai perdu la souris. Donc, comme je vous le disais, cette grotte appartenait à un propriétaire privé, le comte de la Rochefoucauld, et à côté de cette propriété privée, l'État, par sa présence, par le classement au titre des monuments historiques, va initier un contrôle sur la conservation de ce chef-d'œuvre de l'art pariétal. Mais il faut savoir que l'engouement est tel que le nombre de visiteurs ne cesse de progresser et nous sommes à une moyenne de 30 000 visiteurs en 1955 qui a atteint les 100 000 visiteurs en 1960. Or, comme vous l'a très bien expliqué Isabelle Palot-Frossard, on voit à quel point cet équilibre fragile et sensible qui s'est stabilisé dans le temps est sensible aux moindres variations. Et vous imaginez aisément l'impact qu'a pu avoir un nombre de visiteurs aussi important dans un lieu comme celui-ci. Donc je vous ai parlé précédemment des travaux de terrassement, des travaux de canalisation qui ont été menés dans les années 50. Et là, je vous ai mis le schéma de la machine d'extraction de l'air vissé mis en place à la fin des années 50 pour permettre le renouvellement de l'air à l'issue des visites, tout en injectant un air à une température de 14 degrés. Or, on sait aujourd'hui, à partir des courbes et des relevés de température, que la température moyenne et naturelle de la grotte se situe autour de 12,5 degrés, 12,9 degrés. Donc on a légèrement augmenté la température de la grotte. Et la conséquence de cette surfréquentation de la grotte se fait apparaître au début des années 60 avec ce que nous avons appelé la première crise microbiologique et le micro-bascule, formidable. Donc cette première crise de conservation intervient donc en septembre 62, où on voit apparaître les premières ou la première tache d'algues vertes. Et cette apparition d'algues vertes, eh bien ma foi, elle a quand même tardé à se faire à apparaître, puisqu'elle n'est apparue qu'après 12 ans de visites quasi ininterrompues, et vous avez vu à certains moments 100 000 visiteurs dans l'année. Assez rapidement, ces tâches se sont multipliées. À partir du moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où le mécanisme biologique se déclenche, il ne s'arrête pas. Enfin, il ne s'arrête pas naturellement, en tout cas. Et ces petites taches vertes se sont multipliées. Et parallèlement à la multiplication de ces points verts, eh bien, sont apparus des petits points blancs. Alors ces petits points blancs, on les a appelés la maladie blanche, tandis que les petits points verts, on les appelait la maladie verte. C'est pour ça que vous voyez apparaître dans la littérature ces deux phénomènes. On parle de la maladie verte de Lascaux et de la maladie blanche. Alors, la maladie verte, ce sont des algues, et la maladie blanche, ce sont des précipités de calcite qui sont dus au déséquilibre calcocarbonique, c'est-à-dire qu'il y a trop, en gros, il y a trop de CO2, trop de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et on a apparition de petits cristaux blancs de calcite. Alors, évidemment, ce développement de cristaux de calcite, il était localisé, mais il a fait peur, il a inquiété les responsables, de même que, évidemment, l'apparition de ces algues vertes. À ce moment-là, assez rapidement, on réunit des scientifiques pour étudier ce phénomène, et on réunit une première commission scientifique liée à la grotte de Lascaux et qui travaille sur la connaissance de ces deux phénomènes. Cette commission de la grotte de Lascaux se sépare en deux groupes. Un groupe s'intéresse aux questions de biologie et l'autre s'intéresse plutôt aux questions de physico-chimie des surfaces.
Les microbiologistes de ce groupe, en particulier les professeurs Pochon et Lefebvre, qui travaillent avec l'Institut Pasteur, concluent déjà à l'époque, identifient tout d'abord cette algue, et l'algue principale, évidemment il y a différents types d'algues, mais la principale qui se développe, c'est une chlorococcale qui s'appelle en latin Bracteacoccus, et qui est l'algue dominante. Et les études faites par les microbiologistes de l'époque, on ne peut pas s'y attarder maintenant parce qu'on pourrait tenir au moins 3 heures, et voilà, et vous seriez sans doute affamés à la fin de notre exposé. Eh bien, ces microbiologistes se font des études sur le développement de ces micro-organismes et concluent que si ces algues ne se sont pas développées jusqu'à présent ou très très faiblement, eh bien, c'est que la cavité a des propriétés sélectives, c'est-à-dire que, au fond, l'équilibre biologique dont je vous parlais s'établit la plupart du temps et empêche une espèce de se développer au détriment des autres. Il constate aussi qu'il y a une sorte de phénomène d'auto-épuration, c'est-à-dire que quand on laisse la cavité tranquille pendant quelque temps, qu'il n'y a pas de visite, qu'il n'y a plus de visite, eh bien, les micro-organismes ont tendance à régresser. Et que l'équilibre climatique a tendance aussi à se rétablir. Néanmoins, devant cette multiplication de points verts, on décide un traitement algicide et on pulvérise une solution de formaldéhyde qui entraîne, au bout de quelques mois, pas tout de suite, mais au bout des applications répétées, entraîne la disparition de ces algues vertes. Néanmoins, la décision qui est prise à ce moment-là, c'est une décision tout à fait drastique qui est prise par le ministère de la Culture de l'époque et sous la direction d'André Malraux. Le ministère de la Culture demande aux propriétaires de fermer la grotte. Devant cette mesure qui peut sembler très radicale, un souci de conservation préventive, qui est une notion émergente à l'époque, est mis en application à la grotte de Lascaux, avec malgré tout un quota qui est maintenu de visite, un quota quotidien de 5 personnes par jour à raison de 35 minutes, plus un accompagnant, 5 jours par semaine, suivi de 2 jours de repos qui semblait être le temps nécessaire à la récupération dont vous a parlé Isabelle Palot-Frossard. Et donc, André Malraux, qui impose aux propriétaires la fermeture de cette grotte, met en place également la commission d'études et de sauvegarde de la grotte de Lascaux, qui se réunira jusqu'en 1976 pour mettre en place un certain nombre de programmes d'études, de suivi de la grotte. Alors, avec tout d'abord la mise en place d'enregistrements climatiques pour suivre les évolutions des températures, de l'humidité relative de la grotte, une surveillance également du CO2, dont vous comprenez maintenant l'importance, un contrôle microbiologique régulier, des prélèvements sont réalisés, mais on introduit une notion aussi tout à fait essentielle dans cette surveillance, aux côtés des apports de la science, qui est la surveillance humaine, par la présence d'un gardien qui, de façon quasi quotidienne, à l'occasion de tournées d'inspection dans la grotte, vérifie l'évolution des parois à partir de relevés, de calques qu'il fait sur des supports pour veiller et être le premier niveau d'alerte de cette fameuse commission sur des éventuelles modifications de l'état de surface des parois ou des problèmes qui pourraient apparaître. Parallèlement, les scientifiques mettent en place un contrôle très étroit de la pollution atmosphérique, tous les 3 mois dans les premières années, puis tous les 6 mois. C'est-à-dire que l'on fait des prélèvements d'air. Alors tout d'abord, ça se fait de façon très statique, c'est-à-dire qu'on pose des petites boîtes de pétri, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles on met des milieux nutritifs, et on attend que les spores de micro-organismes se déposent, puis on ramène ça en laboratoire, et on fait développer ces micro-organismes, et on les identifie, et on les compte surtout, pour essayer d'évaluer quel est le taux de pollution de l'atmosphère par ces micro-organismes. Et puis parallèlement, on fait un contrôle des surfaces très attentif, de façon à vérifier que ces fameuses algues que l'on a réussi par le traitement chimique à faire régresser quasi totalement ne se redéveloppent pas.
Et on s'aperçoit qu'effectivement, on a, au bout de quelques années, une stabilisation à la fois des taux de micro-organismes dans l'air et sur les supports, que ces micro-organismes ne se développent plus. Alors, au bout de quelques temps, évidemment, les techniques vont progresser. On ne se contentera plus de mettre des petites boîtes de pétri dans la grotte, mais on fera des systèmes de contrôle beaucoup plus sophistiqués avec un système d'aspirateur que je vous montrerai tout à l'heure, plus performant, qui aspire un certain volume d'air et qui piège les spores présents dans l'atmosphère et qui là aussi permet de faire un comptage des espèces présentes dans l'atmosphère. Et on constate donc une stabilisation des taux de micro-organismes, une auto-épuration. Et cette auto-épuration, elle est grandement facilitée évidemment par ce que vous a dit Muriel Mauriac à l'instant, c'est-à-dire par le taux réduit de visiteurs par jour et aussi par le fait qu'on réduit fortement l'éclairage. On ne fait qu'un éclairage très diffus, puisque vous savez sans doute que les algues sont des organismes photosynthétiques et qu'ils ont besoin de lumière pour se développer. Alors évidemment, la situation n'est pas idéale. On ne peut pas considérer que c'est l'Éden de la grotte de Lascaux. Il y a de temps en temps quelques déséquilibres, mais ces déséquilibres sont sans gravité. Par exemple, on a pu voir apparaître à nouveau quelques algues au moment où on a réalisé la copie, Lascaux 2, dont on ne vous parlera pas aujourd'hui, mais que certains d'entre vous ont peut-être visité, qui a été réalisé dans les années 80. Ce sont des copies, donc faites par des peintres. Et au moment de la réalisation de cette copie, eh bien, il y a eu évidemment un certain nombre de personnes qui sont entrées dans la grotte, et là, quelques petits développements, mais qui ont été rapidement stabilisés. Et pendant plus de 30 ans, la cavité ne montrera aucun signe inquiétant de perturbation, tout en étant très régulièrement contrôlé, vérifié, aussi bien par le personnel sur place que par des scientifiques. Et à partir des années 70, ce sera le laboratoire de recherche des monuments historiques que je dirige, qui sera créé donc en 70 et qui aura en son sein une section grottes ornées qui prendra en charge le contrôle de la grotte de Lascaux. Donc effectivement, pendant cette période de relative stabilité, la surveillance sera incessante. Mais petit à petit, le constat va être fait, notamment au milieu des années 90, de l'obsolescence ou de la vétusté de certaines installations mises en place dans les années 60. En particulier, la machine d'assistance climatique dont je vous ai montré le schéma tout à l'heure. Et donc apparaît la nécessité de remplacer à l'identique, sur le même principe de fonctionnement, ces installations, et des travaux vont être mis en place à la fin des années 90. Donc là, vous avez une vue du système d'assistance climatique qui était en place, installé, et donc il s'agissait d'un système permettant la condensation de l'humidité de l'air, s'il est trop humide, sur une batterie statique. Donc on n'a pas de système de ventilation dans cette installation, mais il s'agissait tout simplement d'entretenir un phénomène de convection naturelle au sein de la cavité pour maintenir un point froid artificiel, en partie haute, à savoir à l'entrée de la partie ornée, à proximité donc dans la salle des machines. Et cette machine, utilisée donc en tant que de besoin, était mise en marche manuellement par le personnel sur place, selon les consignes données par le laboratoire de l'Université de Bordeaux 1, chargé du relevé systématique des courbes de température et d'humidité à l'intérieur de la grotte. Donc sur ce schéma, vous voyez un petit peu le principe de convection dont je vous parlais. Voilà. Donc ici, nous sommes au niveau du cône des Boulis, donc le point d'entrée de la découverte de la grotte en 40. Cette partie-là correspond aux aménagements réalisés pour rendre accessible aux visiteurs la grotte, avec l'escalier qui descend jusque dans la partie ornée. Et donc la salle des machines, avec son installation et son système d'assistance climatique, se trouve dans cette partie isolée de la cavité par un mur maçonné, dans lequel se trouvent des glissières que l'on peut ouvrir ou baisser en tant que de besoin, et pour permettre à ce point froid, lorsque le système est en marche, de créer un système de convection à l'intérieur de la grotte.
Oui, je voulais peut-être rajouter un petit point sur ce que vient de dire Muriel Mauriac, c'est que cette assistance climatique qui a été mise en place dans les années 60, le principe a été fondé sur les travaux de la commission scientifique, ça n'était qu'une assistance sur une partie de l'année, hein, très ponctuelle, au moment où on a un air trop chaud, si vous voulez, dans cette partie-là de la grotte, dû au fait que l'on a modifié fortement cette zone de l'entrée par la destruction de l'éboulis. Donc au départ, on avait une zone froide, ici, naturellement. Cette zone froide a été coupée, détruite, supprimée par la destruction de l'éboulis pour faire l'entrée avec la porte, mais une porte, et même une porte et un sas, ça n'est pas du tout l'équivalent en termes d'isolation thermique d'un gros éboulis de pierre. Et donc, ici, évidemment, on a une communication beaucoup plus importante à certaines périodes de l'année d'air chaud qui viennent pénétrer dans la grotte. Donc, cette assistance climatique, elle est là pour compenser ce que l'homme avait perturbé dans les phénomènes naturels de convection de la grotte. Et donc là, une diapositive qui vous montre les aménagements faits à l'occasion de ces travaux et la cloison en polyuréthane qui a été montée pour isoler complètement la partie machine, là où se trouve ce système d'assistance climatique, de la partie ornée de la grotte. Alors, à l'occasion de ces travaux ont été faits avec beaucoup de soins et de précautions, avec l'objectif donc simplement de remplacer un système pas de climatisation, mais de système de régulation de la température à l'entrée de la grotte pour recréer ce fameux point froid et donc déshumidifier très légèrement la grotte à certains moments où l'on avait des risques de condensation sur les parois. Vous comprenez bien que lorsque à certains moments de l'année, les parois sont froides parce qu'on a passé tout un hiver et que les ondes thermiques froides ont atteint la surface des peintures et qu'un air chaud rentre parce qu'on arrive au début du printemps et qu'un air chaud arrive et humide, on a un fort risque de condensation, hein, comme lorsque vous sortez de la douche dans votre salle de bain. Eh bien, ce phénomène-là était compensé par ce fameux point froid que l'on a cherché à poursuivre, à pérenniser avec ces travaux. Malheureusement, à la fin de cette période de travaux, on s'est trouvé face à un problème particulier qui est qu'il y a eu un épisode extrêmement fort d'humidité, de très fortes pluies, pendant l'été et au mois de septembre, des pluies très très importantes à Lascaux, qui ont entraîné des infiltrations d'eau dans la grotte. Et tout à fait à la fin de la période de travaux, sont apparus des premiers points de moisissure. Alors, il faut bien préciser que ce qui est apparu à ce moment-là, ça n'a rien à voir, ce phénomène n'avait rien à voir, ou peu à voir, disons, évidemment c'est toujours de la biologie, mais ça avait peu à voir avec le phénomène des années 60. Le phénomène des années 60, c'était des algues, et le phénomène des années 2000, c'était des moisissures, donc des champignons microscopiques. Ceux d'entre vous qui ont assisté à l'exposé de Geneviève Aurial, donc la semaine dernière, ont eu une présentation un peu spécifique de ces différents micro-organismes que l'on peut trouver dans le patrimoine et dans les grottes ornées en particulier. Et bien là, donc, on est face à cet autre type de micro-organismes qui sont les moisissures. Et en septembre 2001, au milieu du mois de septembre 2001, on a vu se développer avec une très très grande vitesse des moisissures sous forme d'un tapis, un véritable tapis blanchâtre, qui s'est développé en quelques jours, entre le 8-9 septembre et le 20 septembre pour l'essentiel, puis il a continué à se développer. Et ce tapis blanc s'est développé sur les sols et les banquettes de la grotte. Alors, donc quand on dit le sol et les banquettes, c'est-à-dire les sols, les cheminements, et puis les relevés, la partie basse des parois de la grotte. Évidemment, ce phénomène a beaucoup inquiété les responsables de la grotte, les scientifiques qui travaillaient dans cette grotte également, parce que, évidemment, on s'est interrogé sur les raisons de ce développement, et on s'est interrogé aussi, ou plutôt on a travaillé à trouver une solution pour les éliminer et les empêcher d'envahir la totalité de la grotte et pourquoi pas les parois également. Dans un premier temps, ça n'était que les sols et les banquettes, mais ensuite, évidemment, le risque était que
ces développements envahissent également les parois, envahissent les parois. Vous vous posez peut-être la question, mais ceux qui ont assisté à l'exposé de Geneviève Aurial ne se la posent plus. Pourquoi s'inquiéter à ce point d'un développement biologique dans une grotte? On s'est beaucoup inquiété dans les années 60, au point qu'on a fermé la grotte, et puis on s'est inquiété aussi beaucoup dans les années 2000, et là aussi on a interrompu évidemment toute visite. Eh bien, on s'inquiète parce que les micro-organismes ont un impact sur le substrat. Lorsque des micro-organismes se développent sur une roche, et surtout quand c'est une roche calcaire qui a une certaine fragilité, et vous avez vu qu'à Lascaux on a des surfaces fragiles, eh bien ils risquent d'avoir un impact fort sur la surface de plusieurs manières. Ils peuvent soit s'infiltrer à l'intérieur de la roche, de la porosité de la roche ou des fissures de la roche, et donc mécaniquement de la fragiliser par la présence des mycéliums. Les mycéliums, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les organes de reproduction, si vous voulez, pour dire les choses simplement, de ces micro-organismes. Ils peuvent faire des taches sur les supports, et enfin ils peuvent produire des acides organiques qui vont pouvoir attaquer les substrats carbonatés. Donc les micro-organismes sont un vrai problème dans des milieux aussi fragiles, et on ne peut pas les laisser se développer de façon naturelle. Donc assez rapidement, très rapidement même, les responsables de la grotte ont appelé mon laboratoire, le laboratoire de recherche des monuments historiques, pour, d'une part, identifier les micro-organismes présents, et d'autre part, pour trouver des solutions de traitement. Alors, les identifications, eh bien, on a assez rapidement montré que le champignon qui se développait de façon prédominante était un champignon des sols, un champignon assez connu en agriculture qui s'appelle Fusarium solani. Ce champignon est un champignon qui est très envahissant, qui a un développement, lorsqu'il se développe, il est extrêmement difficile à éradiquer, et au point que l'on considère que la fusariose, qui est la maladie provoquée par ce fusarium, dans les champs, dans l'agriculture, constitue une sorte de catastrophe mondiale. C'est-à-dire quand des champs sont envahis par le fusarium, il est extrêmement difficile d'arriver à l'éradiquer par des produits chimiques, et bien souvent on n'y arrive pas. Donc il faut couper, détruire la culture. Dans ce cas particulier, évidemment, on ne peut pas adopter de solutions radicales. Donc nous avons demandé des conseils à des spécialistes de ce micro-organisme, de ce fusarium. Nous nous sommes adressés à l'INRA, qui a des laboratoires de microbiologie du sol, et qui nous ont conseillé, confirmé nos identifications. Et nous avons ensuite mis en place une stratégie de traitement. Pour mettre au point cette stratégie de traitement, eh bien, on fait des prélèvements dans la cavité, on les ramène en laboratoire, on fait pousser ces prélèvements que l'on prend sur des petits bâtonnets stériles, on les met en culture dans des boîtes de pétri. Dans ces boîtes de pétri, on met des petits disques de cellulose que l'on imprègne de produits biocides, et on met à se développer les micro-organismes. Et en fonction de l'activité du produit, le produit migre dans le support, dans la gélose qui est placée dans le fond de cette boîte, et empêche les micro-organismes de se développer. Plus le produit est efficace, et plus le disque ici est grand. C'est ce qu'on appelle un halo d'inhibition fongique. C'est l'espèce d'auréole autour du disque qui montre qu'à cet endroit-là, le produit est actif puisque les champignons n'y poussent pas. Donc on trouve un produit qui ralenti, qui semble efficace sur le champignon, et on applique sur site ce biocide, tout d'abord sur les sols, par pulvérisation sur les sols, puisque c'est sur le sol qu'il y a le plus de problèmes, puis ensuite sur les banquettes, et on le fait par l'intermédiaire de compresses, et c'est ce que vous voyez ici, des compresses d'un tissé. La souris a du mal à apparaître, là il faut avoir un doigté très très léger. Vous voyez ici les compresses, c'est des compresses d'un tissé synthétique que l'on applique sur la paroi, et on les imprègne de produits biocides. Alors, vous vous interrogez peut-être, pourquoi des compresses? Pourquoi des compresses? Eh bien parce que le support sur lequel se développent ces micro-organismes, c'est un support, on est dans les parties basses de la grotte, donc dans les parties inférieures des murs, c'est bien souvent de l'argile,
sur lequel il y a beaucoup de dépôts en tout genre, des poussières, des encroûtements divers, avec des surfaces extrêmement mouvementées. Et ce champignon passe dans toutes ces surfaces, rentre dans la porosité. Et pour pouvoir le traiter, il faut que le produit reste en contact avec ce support suffisamment longtemps. Or, ce support, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce support, il est plein d'eau. Ce sont des supports qui sont très hygroscopiques, qui sont pleins d'eau. Donc, quand on applique une pulvérisation, eh bien, elle coule. Et si elle coule, ça veut dire que le temps de contact n'est pas suffisant. Donc, pour augmenter le temps de contact, eh bien, on maintient ces sortes de cataplasmes sur la surface pour obtenir une certaine efficacité. Sur les sols, on est face à une difficulté encore plus grande, puisque, vous imaginez cette grotte, vous avez vu le plan. C'est une sorte de long boyau en deux parties, assez étroit. L'ensemble de ces sols étant couverts de micro-organismes, eh bien, si vous commencez à nettoyer devant vous, vous faites rentrer un restaurateur, un technicien qui rentre et qui nettoie le sol, ensuite qui va progresser progressivement, il va forcément entrer en contact avec des organismes vivants qui sont dans la partie qu'il aborde. Et lorsqu'il va ressortir, il va réensemencer les parties qu'il a nettoyées. Donc face à cette problématique particulière qui était que on réensemençait perpétuellement, ou presque perpétuellement les sols, eh bien on a pris la décision de faire un traitement global sur l'ensemble des sols par application de chaux sur les sols, de façon à bloquer complètement le développement de ces micro-organismes. Alors tout ça a donné lieu à des contrôles très approfondis, je ne peux pas vous les développer aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais on a fait une étude extrêmement longue, extrêmement détaillée pour être sûr qu'on n'avait pas un impact trop important sur la grotte en introduisant cette chaux, mais c'était le seul moyen de bloquer les micro-organismes sur les sols. Néanmoins, l'affaire n'était pas réglée, loin de là, et très régulièrement, on voyait réapparaître les champignons aux endroits que l'on avait nettoyés. Alors pourquoi ? Alors la question, je vais l'aborder dans la diapositive suivante, mais pourquoi? Eh bien parce que il est probable qu'à la faveur d'un déséquilibre climatique pendant la période de travaux, eh bien on a initié le développement de ce champignon. Et une fois initié, il est très difficile de revenir en arrière parce que dès qu'il reste des mycéliums et des spores, eh bien ce mycélium et ces spores se trouvent dans des conditions tellement favorables d'humidité et de température et de substrats organiques à manger, pour dire les choses un peu trivialement, eh bien ils recolonisaient les zones voisines. Donc c'était un problème extrêmement difficile. Une solution évidemment très simple eût été de dire, eh bien on va changer les conditions climatiques, puisque ce champignon adore ces 12 degrés et ces 99% d'humidité relative. Baissons l'humidité relative. Lorsque vous avez une inondation dans votre cave, vous aérez votre cave, vous asséchez votre cave et vous n'avez plus de champignons. Dans la grotte de Lascaux, ou dans n'importe quelle grotte d'ailleurs, il est complètement impossible de faire ça. Pour les raisons que je vous ai expliquées au début de mon exposé, si vous baissez l'humidité relative, ne serait-ce que de quelques pourcents, vous risquez de faire disparaître les pigments. Vous risquez de rendre les pigments pulvérulents et de les voir en tout ou partie, bien entendu. J'ai tendance peut-être à rendre les choses plus catastrophiques qu'elles ne sont, mais à les mettre en danger. Donc il est impossible de baisser l'humidité relative. Comme on ne pouvait pas jouer sur l'environnement, eh bien on a fait ce qu'on n'aime pas, mais on a fait intervenir régulièrement des restaurateurs pour nettoyer les développements, les éliminer au fur et à mesure qu'ils apparaissaient, et on a pulvérisé des solutions sur les parois. Donc ces traitements ont duré plusieurs années. Ils ont évolué. On est passé d'un traitement simple d'ammonium quaternaire, qui est le premier traitement que l'on a fait, à un traitement un peu plus complexe parce qu'on a constaté également des développements de bactéries. Donc pour pouvoir atteindre ces bactéries, eh bien, on a appliqué un antibiotique, mais pendant quelques semaines. Puis on est revenu à des produits plus simples pour traiter ce Fusarium solanis, cette mousse blanche qui recouvrait les parois. En parallèle, évidemment, à cette action directe sur les développements, qui se faisait par le biais donc de restaurateurs, comme je vous l'ai dit, qui intervenaient régulièrement dans la cavité. Ils venaient plusieurs jours, tous les 15 jours d'abord, puis toutes les 3 semaines, pour
nettoyer, observer, traiter ponctuellement, nettoyer, observer, etc., dans un cycle extrêmement régulier. Avec toujours une limite imposée par notre affaire d'équilibre climatique. C'est-à-dire que dans une telle grotte, on ne peut pas se permettre de faire intervenir 10 personnes en même temps. C'est impossible. Si vous faites intervenir 10 personnes en même temps, vous faites monter la température, vous introduisez du dioxyde de carbone, et donc vous risquez, et de l'humidité, puisque nous dégageons beaucoup de vapeur d'eau, hein, chacun d'entre nous dégage beaucoup de vapeur d'eau quand il respire. Et donc, on n'a pas la possibilité de faire intervenir beaucoup de monde en même temps, donc de petites équipes qui interviennent ponctuellement. Parallèlement, évidemment, puisque nous sommes là pour parler un peu de science, parallèlement, notre laboratoire faisait un contrôle du biotope de la cavité et de l'efficacité du traitement biocide. Et ça se faisait, nous y allions également régulièrement, pas tous les 15 jours, hein, bien entendu, un peu moins que cela, pour justement ne pas avoir trop d'impact sur les supports, mais nous faisions un contrôle de ce qu'on appelle l'aérobiocontamination, c'est-à-dire le contrôle de l'atmosphère, avec ces fameux aspirateurs. Je vous ai dit qu'autrefois, on mettait simplement des petites boîtes pour recueillir les spores. Et maintenant, la technologie moderne a mis à notre disposition des systèmes d'aspirateurs. Et c'est ce que vous voyez là. Vous voyez un microbiologiste qui rentre dans la grotte avec une combinaison totale. On a considéré cette grotte comme un grand malade et on l'a traité comme tel, c'est-à-dire en prenant toutes les précautions qui s'imposent, avec des combinaisons pour ne pas introduire de micro-organismes de l'extérieur qu'on mettait à l'entrée de la cavité, des surchaussons, des bonnets, etc. Et on a fait ce contrôle d'atmosphère et le contrôle des surfaces en faisant régulièrement des analyses, d'une part pour suivre la pollution microbiologique et d'autre part pour essayer de comprendre d'où venait ce développement brutal de micro-organismes. Et on a également analysé les eaux d'infiltration pour essayer de savoir si ce fusarium venait par les eaux d'infiltration. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a identifié d'une part des espèces présentes dans l'air, et les espèces présentes dans l'air, ce sont des espèces assez communes, qui sont des espèces que l'on retrouve dans beaucoup d'atmosphères habitées par l'homme, et qui sont apportées par les mouvements divers de l'homme, tout simplement. Hein. Donc, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Verticillium. Pour les bactéries, on retrouve des bactéries aussi très communes, qui sont liées à l'activité humaine. Dans l'atmosphère, on a donc fait 22 campagnes de contrôle. On a montré que l'atmosphère était relativement peu polluée malgré les développements au sol et sur les parois. Et ceci signifie tout simplement que les micro-organismes qui se développent sur les sols et sur les banquettes, eh bien ces micro-organismes de l'époque, hein, qui se développaient à l'époque, ce Fusarium solani pour l'essentiel, est une espèce à spores humides qui reste en fait collée sur la surface et qui, fort heureusement, ne se développe pas dans l'atmosphère. Et donc il n'a jamais été nécessaire de traiter l'atmosphère. Les surfaces, eh bien les surfaces sont analysées également. On fait des prélèvements par des frottis. On les ramène en laboratoire, des frottis stériles. Les prélèvements sont mis en culture et on identifie les espèces qui sont responsables des dépôts visibles. Ces espèces présentes sur les supports, c'est-à-dire sur les sols et les banquettes, comme je vous l'ai dit, eh bien c'est en premier ce fameux fusarium, accompagné en moindre quantité de pénicillium ou de verticillium. Au bout de quelques mois est apparu aussi un autre champignon dans certaines parties de la cavité, en particulier dans l'abside, un champignon qui a des spores noires, du mycélium foncé, qui s'appelle Gliomastix, un autre Gliocladium et Cladosporium, qui sont des champignons un peu différents. Et ce sont les espèces qui donnaient les développements les plus visibles. Je vous en montre quelques-uns observés au microscope optique, après coloration au bleu coton, ce qu'on appelle le bleu coton, qui permet de visualiser le mycélium et les spores. Alors vous voyez en particulier les spores de Gliocladium ici, ou ceux de Cladosporium avec un grossissement plus important. Alors, une tâche importante au-delà du traitement, c'était de trouver la cause de ce développement. Alors si vous avez lu un peu la presse, vous avez dû lire des choses comme on a fait des bêtises dans la grotte de Lascaux, on est rentré avec des chaussures sales, enfin des choses... Bon. Et on a apporté des champignons de l'extérieur.
C'était la première hypothèse, effectivement. C'est que de champignons, bien que personne ne soit rentré dans la grotte, on vous a montré les cloisons et toutes les précautions qui avaient été prises pendant les travaux, eh bien, malgré tout cela, on pouvait imaginer, malgré tout, qu'il y a eu introduction de spores de l'extérieur. Les spores, c'est microscopique, ça peut parfaitement rentrer, elles auraient pu rentrer dans la cavité. Donc on a fait un certain nombre d'analyses, en particulier par la biologie moléculaire avec le Muséum national d'histoire naturelle, le laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle, et qui a fait des prélèvements de ce champignon majoritaire, ce fameux Fusarium solani, dans différentes parties de la cavité. Et il a trouvé des espèces très différentes. Il a trouvé des espèces très différentes dans le fond, par exemple, complètement différentes de celles qu'on avait à l'entrée ou au milieu de la cavité. Et une des conclusions, alors je vais directement aux conclusions, bien entendu, je ne peux pas vous faire la démonstration, le temps passe, hein, nous parlons déjà avec vous depuis 1 heure, donc je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on en a conclu, après de grandes réflexions, que ça n'était pas une souche apportée de l'extérieur qui s'était développée à l'entrée, puis répandue dans toute la cavité, sinon nous aurions eu la même espèce ou très proche, mais une souche qui était déjà présente, qui avait eu le temps d'évoluer, puisque ça n'était pas la même dans le fond qu'au milieu et à l'entrée, et qu'il est vraisemblable que cette souche était devenue, c'est une souche particulièrement résistante, hein, je vous ai dit, ce Fusarium, c'est un champignon qui est très très fort, enfin qui a tendance à apporter une très grande résistance à l'action humaine et à l'environnement, hein, qui est très résistant, et bien que les conditions climatiques avaient favorisé son développement et qu'ensuite, il s'était répandu un peu partout dans la cavité. Hein, que c'était les modifications des conditions microclimatiques qui avaient entraîné le développement de ce champignon et non pas une introduction de l'extérieur. Je crois que cette fois-ci, les idées sont à peu près claires. Ça n'est pas possible qu'il soit venu de l'extérieur. On a continué à faire ces traitements d'élimination et de pulvérisation jusqu'en 2004, soit environ 2 années, jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus aucune apparition importante de champignons. Il y avait quelquefois un tout petit point qui apparaissait dans une anfractuosité, mais il fallait le regarder avec la lumière sur le côté pour le voir, et donc il a été décidé d'arrêter les traitements biocides. Alors, je ne vous ai pas dit, on a oublié de vous dire que en 2002 avait été recréé un comité scientifique pour la grotte de Lascaux. En effet, donc vous avez compris qu'en 2001, on s'est trouvé dans une situation très difficile de développement de micro-organismes, et quelques mois après, sur la proposition de la Direction régionale des affaires culturelles et de mon laboratoire, eh bien, nous avons suscité la création d'un comité scientifique pour s'entourer de scientifiques extérieurs, de spécialistes en particulier de ce type de moisissure, qui puissent nous aider à comprendre les phénomènes et à trouver des solutions. Donc ce comité a été créé en septembre 2002 et a accompagné les évolutions de la grotte, les traitements, les prises de décision jusqu'à l'année dernière, où il a été renouvelé, enfin cette année même, où il a été renouvelé avec une nouvelle composition. Donc en janvier 2004, le comité considère que la grotte va bien et qu'on a retrouvé un certain équilibre et qu'on peut arrêter tout traitement chimique. En revanche, il faut continuer à surveiller, bien entendu, et à éliminer ponctuellement les micro-organismes dès qu'ils se développent. Ce nettoyage des micro-organismes se fait de façon strictement physique, c'est-à-dire sans produits chimiques, soit par nettoyage avec de petites éponges qui ont des propriétés de surface très particulières qui absorbent le mycélium, donc c'est des éponges avec une microporosité de surface et qui ont la propriété de pouvoir attraper les mycéliums lorsqu'ils se développent sans pour autant toucher le substrat. C'est-à-dire qu'on peut arriver à attraper sans toucher la roche. Donc ces éponges sont très efficaces et vous voyez un restaurateur, une restauratrice qui est en train de procéder à cet attrapage de mycélium avec sa petite éponge. Une autre technique a été mise au point pour nettoyer les parties basses non ornées. C'est une sorte de machine qu'on appelle une machine d'injection-extraction qui en fait pulvérise un film d'eau et l'aspire aussitôt pour ne pas laisser d'eau dans la cavité. Et ça permet de nettoyer les zones qui n'ont pas évidemment de peinture. Malheureusement, l'affaire n'est pas complètement terminée, comme quoi, dans ces milieux-là, il faut toujours être extrêmement vigilant.
en juillet 2007, apparaissent de nouvelles colonisations. Alors cette fois-ci, non plus de fusarium, qui lui se tient relativement tranquille, mais apparaissent de nouvelles colonisations de champignons noirs qui appartiennent à d'autres espèces, qui sont modérément hydrophiles, c'est-à-dire que c'est des champignons qui se satisfont d'une quantité d'eau moins importante que le fusarium, donc c'est dans des conditions un petit peu différentes, et qui se développent dans la partie droite de la cavité. Ces champignons nous impose, l'apparition de ces champignons nous impose de faire un nouveau traitement chimique que l'on a effectué en janvier 2008, puis on a décidé de fermer la cavité pendant une durée de 3 mois minimum, et en tout cas, c'est une décision du comité, de réduire très fortement la présence humaine dans la grotte. Oui, je croyais que tu avais... Bon. Cette nouvelle période et cette nouvelle crise, disons beaucoup plus modérée évidemment que la première, hein, sans comparaison avec la première, a fait l'objet, elle aussi, d'un suivi de traitement, de façon très, très stricte également, par le laboratoire de recherche des monuments historiques. Donc on applique un traitement biocide un petit peu différent, qui est plus efficace sur ces espèces-là que celui qui avait été appliqué en 2001 et 2002, qu'on applique sur les surfaces contaminées, dans cette partie droite, pour éviter qu'elles ne se développent davantage. Et l'on suit de façon très précise, avec de nouvelles méthodes d'évaluation, qui s'appelle la mesure de l'ATP. C'est une mesure qui consiste à évaluer l'activité biologique du support, et puis on fait également des prélèvements de surface, des observations au microscope et des mises en culture au laboratoire, de façon à contrôler l'efficacité de ce traitement, qui a abouti à une certaine stabilisation de ces développements biologiques. À ce moment-là, un débat s'instaure à nouveau au sein du comité scientifique sur l'action qu'il faut prendre et sur l'opportunité de continuer les traitements. Pour ce faire, donc nous sommes dans une partie très particulière de la grotte, puisque nous sommes dans la partie droite de la grotte, qui est la partie non calcitée, vous vous souvenez, ou très faiblement calcitée, donc la partie la plus fragile. Et il est décidé de mettre en place une étude d'impact très précise des traitements sur les supports. C'est-à-dire quel est en gros l'impact et des traitements biocides et des nettoyages que l'on peut faire sur les supports. Et ceci s'est fait en prenant des zones témoins dans cette partie droite, présentant différentes typologies d'altération et différents types de développement. Une zone A, une zone fragile avec une intense colonisation, une zone B, une zone fragile avec des colonisations noires, une zone C, une zone avec de fortes colonisations, et une zone D avec de légères colonisations. Et on a essayé différents types de traitements en fonction de ces zones. Parallèlement, a été menée une étude d'impact archéologique. Oui, l'idée de cette étude d'impact était de voir la faisabilité du protocole mis en place dans le cadre de cette étude sur ces 4 zones. Nous sommes dans une localisation de la grotte particulièrement sensible et fragile au niveau des parois, et il fallait s'assurer de la faisabilité, de la possibilité d'intervenir manuellement sur ce support. Et la conclusion de cette étude archéologique menée par le Centre national de préhistoire a conclu dans un grand nombre de secteurs à l'impossibilité d'intervenir manuellement. Or, l'étude d'impact menée par le laboratoire de recherche des monuments historiques montrait la pertinence de coupler un traitement biocide à un enlèvement manuel des mycéliums en place. Et donc, devant cette situation extrêmement complexe, il a été décidé évidemment de ne pas intervenir sur les supports trop fragiles au risque d'altérer le support rocheux. Et dans la continuité de cette étude d'impact, un programme a été lancé à la demande du comité scientifique sur l'étude de ces champignons très particuliers dont on a parlé dans la presse sous le nom de taches noires, qui sont dans la plupart des cas en fait des champignons à production de mélanine. Et l'étude confiée à l'INRA de Dijon et à un laboratoire espagnol de Séville vise à étudier l'activité métabolique des champignons pour essayer de comprendre leur développement, sachant que le nombre de micro-organismes visibles est aussi important, voire peut-être moins important que le nombre de micro-organismes non visibles. Et c'est cette étude pour essayer de voir comment les micro-organismes vivent les uns par rapport aux autres, et notamment avec souvent associé un couple de bactéries, pour essayer de retrouver l'équilibre et le biotope de la cavité.
Alors, vous voyez, nous sommes dans des situations qui sont pas simples, face à un double objectif qui est d'une part d'agir sur le terrain, d'essayer de contrôler ce qui se passe sur le terrain, et d'un autre côté d'essayer de comprendre. Donc Muriel nous a dit qu'on avait lancé une étude sur les développements de champignons à mélanine, et d'un autre côté on a lancé aussi, pour essayer de comprendre les phénomènes, un autre type d'étude où on a essayé de mettre en évidence quelles étaient les corrélations entre la nature des substrats, le microclimat et les développements biologiques. En gros, tout ça partait d'une observation. On observe que dans certaines parties de la cavité se développent certains micro-organismes et que ce développement est très certainement lié, c'est l'hypothèse de base, à la nature du substrat, plus ou moins hygroscopique, plus ou moins nutritif parce qu'il contient plus ou moins de matière organique, et c'est lié également, c'est très vraisemblablement lié aussi à un microclimat particulier. Pourquoi dans telle partie de la grotte, est-ce que c'est Fusarium qui va dominer? Pourquoi dans d'autres parties, ça va être Liomastix ou Verticillium ou tel autre type de micro-organisme? Donc pour essayer de comprendre ce qui se passe, eh bien, on a décidé de faire un programme très précis en définissant des zones témoins, 5 zones, 3 dans le diverticule axial, 2 dans le diverticule de droite, et dans lequel on est en train de faire, le programme, je ne peux pas vous en donner les résultats, il est en cours de développement, une étude très complète de la nature des substrats, quelle est la nature des roches, de leur teneur en eau, et on a été obligé de mettre au point des techniques de mesure de la teneur en eau dans la roche, très particulière, puisque évidemment, on n'a pas le droit de faire des gros trous, donc c'est pas possible d'intervenir de façon drastique sur la roche, donc des appareils très très précis de teneur en eau dans la roche, et en parallèle, on fait une étude microclimatique, alors vraiment du microclimat, c'est-à-dire le climat local, dans lequel on mesure la température de l'air, la température superficielle de la roche, en surface et en profondeur, la condensation avec un appareil spécifique qui a été mis au point dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le Dew Sensor, le Dew Point Sensor, la mesure de la condensation. On mesure les flux d'air, le mouvement de l'air avec des anémomètres très précis et l'humidité relative, ce qui est plus classique. Et en parallèle, toujours sur ces 5 zones, on étudie les micro-organismes présents sous 2 formes. D'une part, par la microbiologie classique pasteurienne, c'est-à-dire en faisant des mises en culture, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, on identifie tout ce qui se développe. Et d'un autre côté, avec la biologie moléculaire, qui sont des techniques que vous connaissez, dont vous avez entendu parler par la presse, eh bien, on étudie toutes les espèces présentes, qu'elles se développent ou qu'elles ne se développent pas. Donc, on fait une sorte de balayage complet du biotope de la cavité. Alors voilà l'équipement vu de près, bon, c'est un petit côté effrayant, c'est un petit côté usine à gaz, et qui sont les différents capteurs qui sont placés près de la surface ou sur la surface de la roche pour mener ces mesures d'humidité et de température. Alors voilà où nous en sommes sur le plan des programmes de recherche, et maintenant nous allons passer aux questions d'approche plus globale des questions de conservation adoptées depuis 2004. Oui, le comité scientifique a en effet souhaité mettre en place un plan global de conservation, étant apparu que les problèmes à Lascaux n'étaient pas seulement d'ordre microbiologique, mais pouvaient être liés également au climat, à un environnement plus large. Et c'est dans ce contexte-là qu'une étude sur l'environnement géologique et hydrogéologique a été confiée en 2005 pour essayer de comprendre le fonctionnement du système épicarstique de la colline de Lascaux. Et devant cette étude, il est apparu que la zone de protection de la grotte de Lascaux, en termes de réseau épicarstique, était très insuffisant par rapport à la réalité du réseau. Je mets la suivante, c'est plus parlant. Je cherche la souris. Donc vous avez ici en rouge le tracé de la grotte et sur cette carte l'ensemble des parcelles à proximité immédiate de la grotte. Alors les parcelles qui se trouvent ici appartiennent à des propriétaires publics ainsi que la parcelle en jaune. Dans ce secteur-là, nous sommes sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés. Or, l'étude menée en 2005 a montré que le réseau épicarstique
de la colline, en particulier dans ce secteur, pouvait être en relation immédiate avec la grotte de Lascaux. Il en découle depuis une politique volontariste de la part de l'État d'acquisition de parcelles. Une parcelle vient d'être récemment acquise par l'État, c'est la parcelle qui se trouve en lanière en violet. J'ai perdu la souris. Et donc, l'objectif de l'État est d'acquérir l'ensemble des parcelles qui concernent ce système épicarstique pour avoir le contrôle des zones qui se trouvent en contact immédiat avec ce réseau souterrain. Parallèlement, le comité a souhaité avoir une connaissance topographique la plus complète possible de la grotte. Et pour cela, il a demandé à ce que l'on réalise ce que l'on fait très fréquemment dans les grottes, enfin on commence à le faire, du moins les technologies modernes le permettent, un relevé 3D dans 3 dimensions de la grotte. Alors, ces opérations ont été faites, par exemple, à la grotte Chauvet, mais il se trouve qu'à Lascaux, on n'avait jamais fait ce relevé 3D qui avait comme objectif premier d'établir, d'avoir des données topographiques les plus précises possibles de la cavité elle-même. Vous voyez qu'une cavité, c'est toujours assez complexe, et on avait des données qui étaient des données de relevé manuel, on avait des plans manuels, etc., mais on n'avait pas ce type de données informatiques qui permet ensuite de travailler sur la grotte elle-même et d'avoir une meilleure connaissance de cette grotte. Donc ce relevé 3D a été réalisé entre 2004 et 2005, et je vais vous montrer par un petit film, si vous avez encore la patience, de voir comment on procède pour faire un relevé 3D dans une cavité, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, il faut savoir que ce relevé va nous permet aujourd'hui de travailler sur des images de la grotte en 3 dimensions, de façon très, très précise, et de prendre aussi des mesures, et vous allez voir comment on procède. Oui, c'est pas ce que je voulais faire, mais voilà. Alors la première chose, c'est qu'on vient avec une sorte de faisceau laser qu'on envoie sur la surface et qui prend une série de points. Hein, une sorte de caméra, ça ressemble à une caméra, et on envoie un certain nombre de points, donc on mesure des distances et on fait un balayage de toutes les surfaces de cette façon-là. Ça fonctionne comme si vous voulez, un petit peu comme les films 3D que vous avez dû voir fabriquer. Ensuite, tous ces points qui ont été pris dans la grotte, donc sur l'ensemble de la grotte, hein, toute la grotte a été cartographiée de cette manière-là, avec ce balayage laser. Pas que j'aille trop vite, parce que je vais plus vite que le film, autrement. Je vois le temps qui passe, c'est pour ça. Voilà. Tous ces points, vous les apercevez, vous apercevez une sorte de nuage de points, de couleurs, et vous allez le voir en détail dans les images suivantes. Vous voyez la multitude de points. Donc tous ces points sont triangulés. Alors normalement les triangles arrivent, voilà. 250 millions de points qui sont triangulés et sur lesquels ensuite, que l'on va surfacer, donc on va créer une sorte de peau superficielle sur ces points triangulés. Ensuite, et parallèlement, on va prendre des photos de haute définition dans l'ensemble de la grotte. Ces photos sont prises de façon très particulière puisqu'il faut qu'elles soient sans ombre. Donc on les prend avec un éclairage annulaire et donc on éclaire directement la paroi de façon modérée. Hein, c'est pas un éclairage violent mais qui permet de photographier sans ombre. Et ensuite ces images, on va les coller virtuellement, bien entendu. On va les coller sur le relevé en 3 dimensions, sur le relevé triangulé que vous avez vu tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez toutes les surfaces qui sont évidemment représentées et qui, évidemment, c'est très amusant, c'est un côté ludique, on peut faire tourner la grotte dans un sens, dans l'autre, la mettre à l'envers, etc. Mais ça n'est pas évidemment l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir un outil utilisable pour prendre des mesures, pour avoir un aperçu immédiat d'une zone de la cavité, etc. Alors voilà l'opération de prise de photos. Les images elles-mêmes qui sont collées virtuellement sur le relevé 3D. Là, c'est la licorne, la célèbre licorne. Et vous voyez, vous pouvez la voir en situation où vous pouvez la retourner. Si vous voulez la regarder mieux, vous pouvez la retourner. Malheureusement, vous n'y avez pas accès sur Internet, ce qui est un petit peu dommage, mais... Et alors, autre chose, c'est un outil très précieux pour mieux connaître aussi les détails de la cavité. Par exemple, ici,
vous voyez une gravure. Ben, cette gravure, elle est très peu visible. Eh bien, en faisant jouer un éclairage virtuel, vous pouvez la voir mieux, et vous pouvez faire une coupe, toujours virtuelle, et vous pouvez voir la profondeur du tracé. Donc, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, vous pouvez mesurer la profondeur du tracé. Vous pouvez vous amuser à mesurer un taureau, de la tête à la queue, ou de la pointe de la corne au bout du sabot, bien entendu. Ça, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Enfin, je dis vous, nous pouvons le faire. On n'a pas bien le temps, hein, mais on peut le faire. On peut aussi faire des coupes sur toute la profondeur de la grotte. Vous voyez, des coupes virtuelles, vous voyez, ces mesures que l'on peut faire, et à chaque fois, vous avez le profil qui peut s'afficher sur l'ensemble de la grotte. Si vous voulez une coupe à 1,72 m de l'entrée de la grotte, vous pouvez avoir une coupe à 1,72 m de l'entrée de la grotte. Donc c'est extrêmement précieux, évidemment, pour pouvoir ensuite y indiquer toutes les opérations qui ont été faites, etc. Alors, ceci est lié avec un système d'information géographique, c'est-à-dire que les données qui sont engrangées, enfin je ne suis pas une spécialiste de l'informatique, mais que ces données qui sont engrangées à l'occasion de ce relevé 3D sont reliées, ça forme une base de données, cette base de données est reliée spatialement avec le relevé 3D, ce qui fait que vous pouvez cliquer avec votre souris à un endroit donné et vous avez accès à toutes les données géoréférencées de cette zone-là, en gros, pour schématiser un peu les choses. Je crois qu'on a fini, et donc il faut que nous en sortions absolument. Voilà, c'est-à-dire, j'ai pas fait tout à fait ce que je voulais faire. Voilà, je voulais suspendre et reprendre le diaporama. Voilà. Le constat d'état. Oh, non, c'est moi le constat d'état. Bon. Ah, bon. Alors, si j'arrive pas à attraper la petite flèche, je vais avoir du mal. Non, ça repart. Voilà. Voilà, donc là, vous avez compris le relevé 3D. Alors, en parallèle à ce relevé 3D, là aussi, le comité et les spécialistes de la conservation ont considéré qu'on manquait d'informations très précises sur l'état de conservation des peintures. On avait vécu pendant une trentaine d'années à être extrêmement prudent, extrêmement précautionneux sur la conservation de cette grotte, mais on n'avait pas suffisamment, comment dire, utilisé ce temps pour avoir une connaissance, une connaissance la plus approfondie possible de l'état de conservation de ces parois. Et donc on a lancé ce qu'on appelle dans notre métier un constat d'état. C'est-à-dire qu'on a demandé à une équipe de restaurateurs de peinture murale, qui sont des gens très spécialisés dans les questions de conservation, de faire une observation détaillée, zone par zone, de l'ensemble de la grotte, en y reportant tout ce qu'ils voyaient. Les accumulations de surface, les décollements éventuels, les fissures, les développements de micro-organismes, etc. Et ce constat d'état a pris 2 ans, je crois, en totalité, et il a couvert l'ensemble de la grotte. Pour pouvoir faire un constat d'état dans une grotte, eh bien c'est comme dans un monument, hein, c'est compliqué. Il faut pouvoir accéder à toutes les parties, puisqu'on a tout relevé, y compris les voûtes, hein, pas uniquement les peintures. On a décidé de cartographier tout. Et donc, on a été obligé de monter, dans certains cas, des échafaudages pour pouvoir faire des observations et d'autres photographies dans des conditions différentes, puisque le relevé 3D que vous avez vu tout à l'heure fait des photos qui sont relativement aplaties. Donc, pour avoir plus de relief, il a fallu faire des photographies spécifiques. Donc ce relevé a fait l'objet, s'est traduit, enfin s'est matérialisé par des relevés manuels, enfin qui ont été ensuite évidemment numérisés, etc., qui engrangent toutes les informations observées par les restaurateurs. Comme je vous l'ai dit, les accumulations de surface, les poussières, les fibres, les particularités de la roche, tout ça est intégré dans une base de données qui, elle aussi, est reliée, localisée dans le relevé 3D. Alors, ça n'est pas un véritable système d'information géographique, mais c'est une base reliée à des images, en gros. C'est à toi. Alors, parallèlement à ces apports que nous ont permis la science à travers le relevé 3D, un simulateur numérique a été créé dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Bordeaux 1 et un mécénat d'entreprise avec EDF Research and Development et le ministère de la Culture et de la Communication. Donc, à partir de 2005, ce simulateur numérique a été mis en place afin de définir et d'étudier précisément de quel système de régulation d'air la cavité a besoin
pour être dans un contexte relativement stable. La prise de conscience que les phénomènes microbiologiques sont indissociables du climat nous ont conduit à vouloir mettre en place un outil d'aide à la décision et à la compréhension qui permettent de prévoir les impacts de toute perturbation liée à une évolution de la circulation d'air à l'intérieur de la grotte. Ici, vous avez une courbe des températures depuis les années 60, 1962, d'une station, la station météo dans le Lot-et-Garonne, à proximité donc de Montignac, et où vous voyez en fait une baisse des températures, et puis à partir des années fin des années 80, les moyennes de température qui remontent. Et cette inversion de courbe se retrouve dans les températures internes à l'intérieur de la grotte, avec, alors vous avez le tracé en vert qui représente les températures dans la salle des taureaux, et en bleu le tracé des températures dans le diverticule axial, donc la partie qui se trouve à gauche sur le plan qui vous a été présenté tout à l'heure. Et vous voyez que l'on retrouve, alors de manière très mince, hein, mais malgré tout, la même baisse des températures et puis une remontée. Et ces données, l'ensemble de ces mesures de température ont été intégrées dans le simulateur pour nous permettre justement d'essayer d'anticiper toute interaction et toute présence humaine à l'intérieur de la cavité. Sur ces vues-là, qui sont très intéressantes, vous voyez dans le schéma du haut, qui est la situation au début des années 80, où vous avez le point froid qui est situé dans la partie haute. C'est une coupe de la grotte. Une coupe de la grotte. Et donc vous avez en partie haute le point froid et à l'opposé, donc en partie basse, un point chaud qui permet un phénomène de convection naturelle et de circulation d'air dans la grotte. Les inversions de température que je vous ai présenté à travers ces courbes ont modifié là aussi et ont considérablement réduit les vitesses de convection d'air à l'intérieur de la grotte, puisque celles-ci ont été divisées par 100. Et finalement, le point chaud se retrouve en partie haute de la grotte. Elles ont perdu la souris. Et la partie haute, donc le plus foncé en rouge, et donc le point froid à l'autre extrémité, ce qui fait qu'effectivement nous n'avons plus ces convections qui permettaient une circulation de l'air. Et donc ces données sont tout à fait essentielles pour nous et nous amènent à conduire une réflexion sur l'amélioration du système d'assistance climatique existant pour voir quelle serait la pertinence et l'intérêt de recréer un point froid artificiel à l'intérieur de la grotte, et qui est un projet actuellement en cours de réflexion au sein des services concernés. Donc là, je vous ai mis une vue où vous voyez l'impact sur la grotte en termes d'humidité et de température de la présence humaine. Et donc, grâce au simulateur, nous pouvons calculer le temps de retour à l'équilibre normal, naturel de la cavité après le passage d'un individu, ce qui nous aide aussi à définir un quota d'heures de présence pour tous les intervenants à l'intérieur de la grotte. Alors, en attendant d'avancer de manière plus aboutie sur la modification du système d'assistance climatique, un certain nombre de travaux ont déjà été entrepris, à savoir le remplacement du groupe froid qui permet de créer cette assistance artificielle, mais qui sont des travaux qui se sont faits à l'extérieur de la cavité. Et puis surtout, donc là vous voyez le cheminement qui correspond en fait aux circulations d'eau entre le local technique et jusqu'à l'entrée de la grotte, avec des travaux menés sur ces gaines et ces canalisations pour mieux les isoler de l'extérieur et éviter les déperditions entre le local technique et la salle des machines, et pouvoir ainsi mieux contrôler l'apport de frigories que nous souhaitons avoir dans la salle des machines. Alors aujourd'hui, la situation de la grotte est d'un point de vue de la microbiologie, est dans une situation relativement stable, mais nous sommes toujours confrontés à des problèmes de micro-organismes. Les fameuses taches noires qui ont été évoquées sont actuellement suivies de manière très rigoureuse, suivies photographiques, calibrées, et cette observation menée depuis maintenant 2 ans nous permet d'observer une stabilisation du phénomène,
Il n'a pas été observé dans la grotte de nouveaux développements de ces taches noires, et dans certains secteurs, des régressions ont même pu être observées. Alors Lascaux, évidemment, fait toujours la une de la presse et toujours sur le devant de la scène. Et il est de notre devoir d'essayer de présenter et d'expliquer au mieux ce dossier d'une très très grande complexité, classé au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Lascaux fait l'objet d'une surveillance accrue de la part de ses responsables, et un rapport annuel est produit, remis à l'UNESCO sur l'état de conservation de la cavité. Alors pour les perspectives, en ce qui concerne le maintien d'une stabilité relative, puisque ce qui est important, et Isabelle Palot-Frossard vous l'a bien expliqué, c'est d'éviter toute perturbation, et en particulier des perturbations brusques. Donc nous avons évidemment une politique drastique de contrôle des entrées. Seules sont autorisées les personnes menant des programmes de recherche ou amenées à surveiller visuellement la grotte. Et puis la mise en place de programmes de recherche qui sont en cours, d'autres qui seront initiés. Et tout ça se fera sous le contrôle du nouveau conseil scientifique récemment installé, puisque Frédéric Mitterrand a annoncé en janvier dernier la nomination d'un nouveau président du conseil scientifique, Monsieur Coppens, qui réunit l'ensemble de ce conseil dans une quinzaine de jours. Et le conseil composé de spécialistes de la microbiologie, du climat, des spécialistes de géologie, hydrogéologie, des environnementalistes. Donc ici, vous avez une magnifique vue de la salle des taureaux, parce que parler de Lascaux ne peut pas se faire sans quelques images particulièrement spectaculaires comme celle-ci. Il ne faut pas oublier de dire qu'on vous a parlé beaucoup de choses plutôt préoccupantes et de mauvais état, etc. Et en réalité, bien entendu, tout ça se traduit à l'échelle microscopique. Mais lorsqu'on est à l'échelle de la grotte, on a encore des visions, évidemment, de ce type-là. T'as enlevé une diapo ? Non. Donc l'essentiel de notre propos tournait évidemment autour de la grotte de Lascaux, mais il existe d'autres grottes tout aussi spectaculaires, tout aussi remarquables, et qui vont bénéficier de l'expérience de Lascaux, de l'expérience en termes de programmes de recherche, mais aussi par rapport aux erreurs qui auront pu être commises à Lascaux. La grotte de Chauvet, qui a été découverte en 1994, classée au titre des monuments historiques dès 1995, ne sera bien évidemment jamais ouverte au public. Un facsimilé permettra à un terme au public de découvrir la beauté de ces peintures vieilles de plus de 30 000 ans, mais elles ne feront jamais l'objet effectivement d'une visite à haute outrancière, comme ça peut être le cas à Lascaux. Et là, je vous montre quelques vues qui représentent ici la scène des félins, tout à fait spectaculaire, hein. Et puis le panneau des chevaux. Une autre grotte très intéressante aussi, située en Dordogne, découverte elle plus récemment au début des années 2000, qui est la grotte de Cussac, située dans le sud du département, au buisson de Cadouin, qui elle non plus ne sera jamais ouverte au public. Vous avez ici une vue du secteur concrétionné où vous voyez la merveille de cet espace. Un petit cheminement a été tracé par les inventeurs au moment de la découverte, cheminement qui est aujourd'hui repris par les chercheurs, mais le lieu est totalement clos à la visite. Seuls les programmes de recherche qui y sont menés permettent à certains de rentrer de manière très très parcimonieuse. Et nous avons dans cette grotte l'une des rares figures humaines, puisque vous avez là une gravure qui représente une figure féminine tout à fait remarquable. Alors peut-être un dernier mot. Vous avez compris que le maître mot dans l'affaire de la conservation des grottes, c'est l'équilibre. Et les responsables des grottes sont partagés entre, évidemment, le respect de cet équilibre et la volonté de montrer ce patrimoine tout à fait exceptionnel.
mais on comprend bien que le montrer sans précaution est devenu une chose totalement impossible. Et donc le principal de nos objectifs est de maintenir l'équilibre le meilleur qui soit pour ces grottes, sachant que la technologie moderne permet maintenant de montrer dans des conditions tout à fait favorables et très, très évocatrices pour le public la réalité de cet art préhistorique. Lascaux 2, qui est maintenant devenu on a aussi Lascaux 3 et Lascaux 4, qui sont d'autres reproductions plus complètes de la grotte, puis le projet à Chauvet aussi de restitution au public vont permettre de montrer, évidemment de façon indirecte, sans avoir la chance de pouvoir les regarder de près, mais vont pouvoir restituer de façon très complète, malgré tout, ces grottes au public. Alors nous vous invitons également à consulter le site du ministère de la Culture, et à l'entrée vous aviez un papier. Voilà. Vous aviez un papier qui vous donne l'adresse dans la série La collection des grands sites archéologiques. Vous avez une visite, vous avez une partie qui est consacrée à la grotte de Lascaux, et dans ce site vous avez une visite virtuelle de la grotte de Lascaux qui permet d'avoir un aperçu des merveilles qu'on vous a fait entrevoir sous un aspect peut-être un peu négatif, qui était celui de l'impact de l'environnement et des micro-organismes, mais qui reste une œuvre tout à fait exceptionnelle et que vous pourrez appréhender de cette façon-là. Merci.